Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la guerre au Sahel. À l'ordre du jour ce soir, les négociations avec les djihadistes sont-elles indispensables, sont-elles incontournables? La séquence en a surpris plus d'un et d'abord le gouvernement français. Il y a 7 jours, des journaux et des radios internationales annonçaient l'ouverture de négociations entre des groupes djihadistes, le GSIM et la Katiba Massina, et le Haut Conseil islamique mandaté par le gouvernement de Bamako pour négocier avant que 2 jours plus tard, le gouvernement malien lui-même ne démente ces mêmes discussions. Que s'est-il passé entre-temps? La fermeté de Paris qui refuse toute négociation y a-t-elle pour quelque chose? Quel rôle joue le retrait progressif des troupes de l'opération Barkhane dans ce contexte? À quel niveau ces négociations se déroulent-elles? Sont-elles le signe de l'échec de la guerre contre le terrorisme lancée il y a 8 ans dans la région? Ce sont les questions que nous allons poser à nos 3 invités. À Thomas Gassillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député à Agir-du-Rhône, vous êtes membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale et rapporteur du budget de l'armée de terre depuis 2017. Avec nous également Jean-Hervé Gézéquel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group et vous êtes en direct de Bamako. Avec nous également Yvan Guichawa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Sahel et des questions de sécurité. Vous êtes chercheur et maître de conférence à la Brussels School of International Studies. On ne peut pas souffrir l'ambiguïté. On ne peut pas mener des opérations conjointes avec des pouvoirs qui décident de discuter avec des groupes qui, à côté de ça, tirent sur nos enfants. Et c'est ce qu'il faut que vous représentiez. Je ne sais pas expliquer aux parents d'un soldat français que je renvoie ses frères d'armes alors qu'il est tombé sur le champ d'honneur aux côtés d'armées qui décident de négocier avec leurs assaillants. Le Mali, c'est un vieux pays traditionnel, un pays qui a la coutume entre nous de dialoguer. Quand il y a des grandes crises, on trouve une solution entre nous. On sait que Yaga Agali et Amadou Koufa, ils sont des Maliens d'origine malienne 100% maliens. Ils ont des parents, des familles, des frères. C'est des musulmans aussi. Alors, on vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était le 10 juin dernier, avant l'été, au moment où il avait annoncé une réduction de la présence militaire française au Sahel, dire qu'on ne pouvait pas accepter, quand on était la France, de négocier d'ouvrir des négociations avec des gens qui tuaient les soldats français sur le terrain. Puis de l'autre côté, le négociateur du Haut Conseil islamique, Mohamed Moufa Haïdara, c'était jeudi dernier au micro de TV5 Monde. D'abord, Thomas Gassillou, est-ce que vous pouvez, disons, nous faire comprendre pourquoi il y a eu cette annonce la semaine dernière, puis 2 jours plus tard, une autre annonce de négociations ouvertes avec des groupes djihadistes, et puis ensuite le gouvernement qui dit qu'il n'y avait aucune voie de négociation ouverte, alors qu'on sait qu'il y a des discussions depuis un certain temps en tous les cas. Alors déjà, si vous le permettez, j'aimerais rappeler que la France intervient militairement au Sahel à la demande des autorités sahéliennes, et notamment à la demande des autorités maliennes, et que les personnes que l'on combat, ce sont des multinationales du djihadisme, Al-Qaïda et Daesh, qui sont responsables de nombreux attentats meurtriers dans la région, qui visent sans distinction des populations civiles innocentes, qui sont responsables de milliers de victimes. Et on pourrait lister l'ensemble de ces attentats, et qu'aujourd'hui, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest en général est leur terrain de jeu prioritaire, et qui vise une extension sur l'ensemble de cette région pour ensuite commettre des attentats en Occident. Ensuite, concernant votre question, alors moi je suis pas dans les petits papiers maliens, mais il me semble que effectivement depuis plusieurs années les autorités maliennes cherchent à entamer une négociation avec certains groupes djihadistes, mais que rapidement ces négociations se heurtent à la capacité à organiser ces négociations et à finalement des positions très divisées sur cette opportunité de négociation, aussi bien côté groupe djihadiste que côté État malien. Finalement, les militaires maliens eux-mêmes sont exactement dans la même position que celle qui est exprimée par le candidat Macron. Comment négocier avec des groupes qui ont du sang sur les mains, qui tuent les enfants maliens comme qui tuent des soldats français? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Jean-Hervé Gézéquel, qui travaillait en tant que directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group et qui est ces temps-ci justement à Bamako? Je pense qu'il y a quelques années, on avait une sorte d'alignement au fond des prises de position politiques maliennes et puis plus largement sahéliennes et puis françaises. C'est-à-dire que on était au fond sur une position de refus de la stratégie du dialogue. Essentiellement parce qu'on analysait au fond la menace comme une menace qui était une menace terroriste. Effectivement, on avait l'impression d'avoir en face de nous des gens qui avaient recours d'abord à la méthode terroriste exclusivement, et puis qui appartenaient effectivement
à une sorte de nébuleuse djihadiste globalisante ou transnationale. Je crois qu'il y a eu une divergence progressivement à mesure où les États sahéliens se sont aperçus de deux choses. La première, c'était que le prisme terroriste n'était pas approprié pour comprendre ce qui était avant tout des formes d'insurrection locale, avec des recrues qui étaient de plus en plus locales. Effectivement, l'animal djihadiste, en quelque sorte, a évolué en 10 ans. Et c'est drôle comme expression, l'animal. Qu'est-ce que vous appelez l'animal djihadiste, en l'occurrence? Bon, je veux dire par là que c'est une machine ou une institution qui se transforme, qui connaît des phases. Ça n'est pas une animalisation des djihadistes, c'est ce que j'essayais de dire. Non, ça serait certainement pas ça, mais c'est une sorte de métaphore pour moi pour évoquer surtout la transformation, en fait. En quelque sorte, la transformation du corps. Et donc on avait un corps qui était un corps djihadiste qui était différent, oui, effectivement, il y a une quinzaine d'années, qui était essentiellement étranger à la région, qui est venu effectivement d'ailleurs, mais qui s'est très largement endogénéisé et dans ce processus-là qui s'est considérablement transformé et surtout dont la raison d'être est aussi une forme de révolte contre l'État. Et donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on n'a pas nécessairement affaire, au fond, avant tout à des terroristes, mais à des insurgés. Et des insurgés, effectivement, on peut traiter ça militairement, mais ça se traite aussi politiquement. À partir de là, les États sahéliens et l'État malien en particulier a compris qu'il lui fallait aussi engager, développer une option politique à l'égard de ces groupes-là, et donc envisager l'option du dialogue. Ça ne veut pas dire que l'État malien pense que le dialogue va tout résoudre, mais il pense que c'est une option qui a été trop largement sous-explorée, sous-utilisée, et qu'il faut remédier à ça. Yvan Guichawa, à quel niveau d'ailleurs peuvent se placer ou se placent déjà ces négociations? Est-ce qu'il y a des niveaux différents selon que c'est au très haut niveau de l'État, que c'est des négociations comme on en connaît souvent avec les associations ou les groupes humanitaires qui viennent sur place, c'est-à-dire des négociations de terrain, pourrait-on dire, au plus bas du terrain? Qu'est-ce qu'on en sait de cela? Oui, en fait, la question, c'est pas tant de savoir s'il faut ouvrir ou non un dialogue. La question, elle relève plutôt du comment discuter avec les mouvements djihadistes et comment prendre les trains qui sont déjà en route, en fait, puisque des dialogues sont déjà initiés à plusieurs niveaux. Alors, ce dont on a parlé ces dernières semaines, c'est d'un dialogue, disons, de haut niveau, et qui fait partie des demandes de la société civile malienne et de diverses entités maliennes, puisque depuis 2017, on a des rencontres au niveau des Maliens qui demandent unanimement que ce dialogue-là soit ouvert pour les raisons que Jean-Hervé vient d'expliquer. Et donc la question, c'est dorénavant de savoir à quel niveau ce dialogue doit s'instaurer. On parle là de plus en plus donc d'un dialogue qui concernerait les Maliens ou les chefs maliens du djihad, sachant évidemment que à des échelles infranationales, donc locales, les dialogues sont déjà instaurés pour débloquer certains blocus qui concernent des villages du centre du Mali, par exemple, pour permettre l'accès humanitaire. Donc c'est un dialogue qui a lieu entre des notabilités locales, entre des commandants locaux des mouvements djihadistes et entre des acteurs humanitaires, et pas que des acteurs humanitaires maliens, des acteurs humanitaires internationaux aussi. Donc voilà, pour récapituler très rapidement, en fait, c'est la question du comment qui prévaut le plus aujourd'hui, plutôt que celle du faut-il ou non discuter avec les djihadistes. Oui. Et puis je voudrais juste dire une petite chose en complément ou de ce que Thomas Gasilou a dit un petit peu antérieurement. Il y a la question aussi de qui décide que le dialogue doit avoir lieu ou pas. Les Français interviennent certes sur invitation des autorités maliennes, mais plusieurs voix au Mali ont émis le besoin, l'envie de dialoguer avec les djihadistes. Et est-ce que c'est aux Français de dire stop et d'interdire cette initiative? Je pense que ça, c'est un débat qui explique bien des incompréhensions actuelles entre les Maliens et les Français. Thomas Gasilou. Alors, je pense qu'il y a 2 points de réaction par rapport à ce que disait Jean-Hervé Gédéquel. Je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui que la solution est à 80% une réponse politique face à ces insurrections djihadistes, j'allais dire, y compris si elles sont captées par des grandes multinationales
du djihadisme, dont on rappelle que l'IGS fait allégeance à Daesh et le GSIM fait allégeance à Al-Qaïda, qui ont des agendas totalitaires internationaux. Donc conscient qu'une bonne partie de la réponse est de nature politique, ça veut dire qu'il y a des revendications qui n'étaient pas au départ des revendications proprement djihadistes, qui ont permis à ces groupes de rejoindre ces grands groupes internationaux que vous décrivez, en l'occurrence Thomas Gassiou, mais qu'au départ il y avait des revendications purement politiques liées à la situation politique, par exemple au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger. Au départ, et maintenant encore, en 2013, on parle bien d'une coalition de mouvements qui existait déjà avec des mouvements djihadistes. C'est cette coalition qui a foncé sur Bamako. Donc conscient qu'il faut une réponse politique, depuis 2017, avec la création de l'Alliance Sahel pour coordonner les bailleurs internationaux, avec le partenariat pour la paix et la stabilité au Sahel en 2019, avec la coalition pour le Sahel et les 4 piliers de Pau, la communauté internationale. De Pau, il faut rappeler effectivement cette convocation, pourrait-on dire, enfin cet appel à ce que les présidents de la région du G5 Sahel viennent à Pau. C'était au début de l'année 2020, en l'occurrence, à l'invitation un peu formelle et un peu forte de Emmanuel Macron. On venait d'avoir plus de 10 soldats qui étaient morts au combat. On avait des discours populistes qui s'installaient dans les pays sahéliens, qui remettaient en question la question de la France. La France n'a jamais caché qu'elle était au Sahel sur le demande des Sahéliens, et les Sahéliens devaient réaffirmer qu'ils souhaitaient la France. Est-ce que à Pau a bien été réaffirmé que la solution n'était pas militaire, mais reposait également sur des questions de développement et des questions de bonne gouvernance. Donc ça, c'est pour répondre à Jean-Hervé Gézéquel. Tout le monde est bien conscient que l'option militaire ne peut faire qu'apporter des conditions au développement d'un projet politique pour rassembler... Mais est-ce que vous pouvez répondre à Yvan Guéchawa quand il dit ça n'est peut-être pas à la France de décider s'il faut négocier ou pas négocier, puisque la question, ce sont des questions de politique aussi intérieure. La France, elle décide de rien. Mais elle apporte un soutien et elle conditionne son intervention. Et elle n'est pour rien, par exemple, dans le fait que le gouvernement malien a changé de pied en 2 jours la semaine dernière. Non, mais comme je le disais, ça fait plusieurs années que le gouvernement malien, même l'ancien, cherche à avoir des négociations. Il y a des choses qui se passent au niveau local et qui permettent parfois d'avancer. Et au niveau national, ça a toujours été en échec. Encore une fois, vu de la France, que l'armée négocie pour la sécurité d'un village, là où vont passer les troupeaux, sur des détails locaux, je pense que la France n'a pas à se prononcer là-dessus. Par contre, quand il s'agit de négocier avec les multinationales du djihadisme qui ont un agenda totalitaire et international, je pense que la France est fondée à dire qu'il y a une divergence profonde et que son intervention est conditionnée à la non-négociation. Encore une fois, je pense que ce qui est important à dire pour répondre à M. Guéchawa, c'est que la France ne veut pas empêcher le dialogue. Au contraire, elle veut le rendre possible. Et lui-même dit que ce dialogue est rendu possible, puisqu'aujourd'hui, parmi ces groupes, on a des Maliens, parce que la France, justement, a neutralisé l'ensemble des étrangers qui dirigeaient ces groupes. Jean-Hervé Gézéquel. Alors, c'est intéressant, effectivement, quand on parle en fait aux décideurs maliens, eux, ce qu'ils affrontent, c'est pas une nébuleuse internationaliste avec un agenda globalisé. Ce sont des insurrections locales. Ce sont des gens qui sont en train de s'emparer de territoires et qui gèrent de plus en plus des territoires locaux. Et donc, c'est avec ces gens-là qu'ils essayent de trouver, au fond, des terrains d'entente. Et comme le disait tout à l'heure Yvan, d'ailleurs, c'est pas simplement l'État qui essaye de faire ça, c'est aussi bien souvent les communautés qui se trouvent être victimes, au fond, des violences entre les différents camps. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, d'abord, quand ces groupes djihadistes-là gèrent des zones, en fait, ils démontrent une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire que on n'est pas dans des systèmes de gouvernance qui sont ultra violents, qui appliquent sans discernement une loi islamique qui serait complètement extérieure, qui embrigaderait des populations et les encouragerait systématiquement aux attentats suicides. On a des gestions, enfin, quand on nous parle de la gestion djihadiste, on parle surtout de rendu de justice. Alors oui, une justice rapide, mais des justices, par exemple, sur les conflits fonciers, c'est-à-dire des arbitrages sur les conflits fonciers. On a beaucoup aussi une fiscalité, donc ils développent aussi une fiscalité à part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi des groupes qui gèrent des territoires, et donc moi, qui me semble être des groupes avec lesquels il est possible de discuter. Par exemple, on peut prendre quelques exemples là, ici, c'est que dans la plupart des territoires, pas tous, mais dans la plupart des territoires sous contrôle djihadiste, par exemple, les systèmes de santé
peuvent continuer à fonctionner. Et pas uniquement avec des organisations, des ONG étrangères, mais aussi avec du personnel d'État. Quand on passe sur la situation de l'enseignement, là, on est sur des situations plus compliquées. Il y a des fermetures, beaucoup de fermetures. C'est pas nécessairement en fait des fermetures décidées par les djihadistes, c'est aussi une partie parce que les gens fuient, craignent les violences. Ça c'est un fait, c'est vrai. Et puis il y a des endroits où, notamment au nord du Burkina Faso, on a des écoles franco-arabes qui restent ouvertes. Donc il y a sans doute là, ce que je veux indiquer par là, c'est qu'il y a des moyens de dialoguer pour l'État. Il y a des moyens de dialoguer. Ce que vous voulez dire d'une certaine manière, Jean-Hervé Jézéquel, si je vous comprends bien, c'est que il ne faut pas réduire cette question de la négociation, comme le disait d'ailleurs Yvan Guichawa, à une question entre une capitale malienne et une capitale française qui ne s'entendraient pas ou qui joueraient au chat à la souris, mais qu'il y a aussi des négociations entre la capitale malienne et les grandes villes du nord du pays, par exemple, ou les plus petites villes ou les plus petits villages, et qu'il faut prendre ça en compte. C'est ce que vous voulez dire, Jean-Hervé Jézéquel ? Non, c'est pas ce que je veux dire là, c'est qu'en fait il y a des négociations entre l'État et également les communautés et ces groupes-là. C'est-à-dire que c'est plutôt en réaction à ce que disait Thomas Gassiou, c'est-à-dire que dépeindre ou décrire ces groupes-là comme des groupes motivés par des agendas globalisés, internationalistes, ne permet pas de comprendre que localement il y a des négociations sur le comment vivre sous zone djihadiste, comment est-ce que on a dans certaines zones des villes tenues par le gouvernement entourées par des régions qui sont tenues par les djihadistes, mais où on arrive à réduire les violences, comment est-ce qu'on dessert les taux autour de marchés, autour de la production agricole par exemple, donc c'est tout un ensemble de micro-négociations qui existent et qui nous donc laissent penser que si ces micro-négociations existent, il est possible peut-être aussi d'explorer la possibilité d'une négociation plus politique, vaste, plus ambitieuse. Yvan Guichawa. Oui, il y a aussi une question d'efficacité des négociations. C'est-à-dire que si on veut qu'à l'échelle locale, des choses se débloquent, qu'on ait des trêves, par exemple, entre les militaires et les djihadistes, il faut se poser la question de savoir à quel niveau de responsabilité il faut remonter. Et les commandants locaux ont certainement un rôle à jouer, mais eux-mêmes sont pris dans un organigramme et doivent obtenir l'aval de leurs supérieurs. Et puis de fil en aiguille, on s'aperçoit peut-être qu'il faut remonter aux têtes pensantes. Et peut-être que si on veut obtenir des trêves à une échelle assez large et possiblement à une échelle nationale, peut-être qu'il faut remonter au chef. Et là, on reste encore dans la politique nationale. On n'est pas sur la question du djihadisme transnational. On remonte au chef malien, et qui contrôle des entités qui sont certes décentralisées et qui ont essaimé sur tout le territoire malien. Et un des enjeux de ces négociations-là, il ne faut pas l'oublier, c'est, comme je disais, des trêves qui se convertiraient en vie sauvegardée, parce que on est quand même dans une situation actuellement où les civils sont ciblés, où des communautés d'autodéfense se sont formées pour des fois résister à la présence djihadiste et qui font l'objet de violences assez atroces de la part des mouvements djihadistes. Il y a des civils qui sont soumis à des blocs. On vous a perdu, Yvan Guichawa. On vous retrouve dans un instant parce qu'on vous a perdu quelques secondes. Sur ce point, Thomas Gassiou, est-ce que il faudrait pas se dire que le piège il est ouvert pour la France dans ces cas-là, parce que c'est difficile de tenir le en même temps macronien ou macroniste de la négociation d'un côté et de la recherche d'exterminer des ennemis de l'autre, par exemple. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de en même temps. Si vous reprenez les propos du président de la République, il a bien dit décapiter les cadres du RVIM. Il n'a pas dit neutraliser l'ensemble des personnes du RVIM. Décapiter les cadres, c'est ce qu'on est en train de faire. Et encore une fois, tous les cadres étrangers, on est en train de les avoir un par un. El Saraoui, Droukdel, et je suis content d'entendre que effectivement, une fois qu'on a neutralisé ces cadres étrangers, ça ouvre la voie des négociations. Mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'on a une captation de problèmes locaux qui peuvent être légitimes par des multinationales du djihadisme. Donc, ok, pour discuter avec les locaux. Par contre, il ne faut pas être dans une forme de déni. On est bien dans une multinationale du djihadiste. Les documents retrouvés sur place montrent bien qu'il y a la vocation d'installer un État. D'ailleurs, quand on parle de fiscalité et de justice, on souhaite bien installer un État islamique, comme le dit Jean-Hervé Jézéquel. Et il y a un projet d'expansion totalitariste sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire le travail de renseignement
pour discriminer ce qui relève du chef de milice local qui protège son troupeau et ses intérêts légitimes de celui qui est le relais d'un agenda international. Et la France cherche à faire ces distinctions. Vous écoutez le temps du débat, 18h40 sur France Culture. Nous posons la question de savoir si, dans la guerre au Sahel, la négociation avec les djihadistes est indispensable, en compagnie de Thomas Gassillou, député du Rhône, membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale et rapporteur du budget de l'armée de terre depuis 2017, du directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, Jean-Hervé Jézéquel, depuis Bamako, et de Yvan Guichawa, spécialiste du Sahel et chercheur et maître de conférence à Bruxelles. Dans une salle du QG où un ventilateur brasse l'air chaud, plus de clim ici, une vieille porte en contreplaqué sert de table entre Florent, le capitaine français, et Sidibé, un capitaine malien. D'ici un mois, à la place du drapeau français, c'est le malien qui flottera sur la place d'armes de Thessalite. D'ici un mois, il y a la transition à organiser, les dernières consignes à donner, les derniers entraînements communs à Calais. Ok, donc on va faire un petit tour de table sur ce qui a déjà été planifié à court terme. Le capitaine Sidibé demande à Florent plus d'exercices de défense du camp. Reprendre Thessalite est pour lui un symbole et il veut tenir en cas d'attaque djihadiste. Le Français propose 2 exercices par semaine, le Malien répond 3, puis 4. Ça, c'est la priorité. Si on peut multiplier assez de scénarios comme la fois dernière. Thessalite paraît aussi loin de Paris que de Bamako. Les tensions politiques entre les 2 capitales ne descendent pas jusqu'aux 2 capitaines. Les phrases vachardes leur passent au-dessus, bien au-dessus. Eux ont autre chose à faire. Leur souci est d'ordre militaire. France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin. Un extrait du reportage signé Franck Cognard à Thessalite, diffusé jeudi dernier sur France Culture au Mali. Les derniers soldats français de Thessalite, vous pouvez le retrouver sur le site de franceculture.fr. Les phrases vachardes, ça n'a pas manqué depuis un certain temps. Yvan Guichawa, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette tension et sur peut-être le fait que la France, d'après le gouvernement malien, aurait décidé de se retirer, en particulier du nord du pays, sans véritablement avertir le gouvernement lui-même de ses intentions de retrait. Est-ce qu'il y a là aussi un point important pour comprendre cette situation et cette volonté du gouvernement malien, après 2 coups d'État, de négocier avec certains groupes djihadistes du Nord ? Alors en fait, je pense que la question du dialogue avec les djihadistes et celle de la séquence diplomatique qu'on vit actuellement sont assez déconnectées en fait. La raison pour laquelle il y a tellement de tensions entre la France et le Mali aujourd'hui, c'est que au Mali, on a un gouvernement qui est issu de 2 putschs successifs et qui a manifesté une hostilité croissante vis-à-vis de l'intervention française, tandis que du côté français, on a eu aussi des mots assez peu amènes à l'égard des autorités maliennes. Donc il y a la question du dialogue telle qu'elle a été évoquée auparavant, mais il y a aussi aujourd'hui pour les autorités à Bamako la question de leur maintien au pouvoir. Donc on est dans une phase de transition. Ces autorités veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir. La communauté internationale, à commencer par la France, ne veulent pas de ce maintien au pouvoir, et c'est ce qui explique largement la tension qui règne actuellement entre les 2 pays. Jean-Hervé Jézéquel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Yvan Guichawa ? Oui, alors assez largement, mais j'établirais quand même un lien en fait entre les 2 dossiers, dans le sens que, au fond, ce qui encourage de plus en plus les autorités maliennes et sahéliennes à chercher la voie du dialogue, c'est que la stratégie de stabilisation telle que la France l'a conçue est assez largement impulsée, même si elle n'était pas seule. Encore une fois, c'était des coalitions internationales, mais la France était l'élément moteur de ces coalitions. Et ben, cette stratégie de stabilisation ont jusqu'à présent échoué. Encore une fois, parce que je pense que c'était des stratégies multidimensionnelles, basées sur, en gros, 3 grands piliers, le sécuritaire, le développement et puis ce qu'on pourrait appeler gouvernance ou politique. Dans les faits, c'était le pilier sécuritaire, les actions militaires et contre-terroristes qui l'emportaient. Cette stratégie-là, qui est menée depuis 10 ans, ne fonctionne pas. Et donc, aujourd'hui, chacun tire un petit peu ses conclusions. Côté français, on dit ça ne fonctionne pas parce que ce sont les États qui ne prennent pas leur part de responsabilité. Et donc, nous, on va diminuer notre empreinte. Côté des États concernés, on dit, en fait, c'est la stratégie et cette présence française, en fait, et ce refus de la négociation avec nos propres concitoyens qui est le principal obstacle. Donc, je crois qu'il y a quand même un lien
même si ce que dit Yvan sur aussi le temps court du politique et ses enjeux aussi électoraux ou les enjeux liés au prolongement de la transition pèsent énormément sur la séquence actuelle. Oui, et de votre côté, Thomas Gassillou, qu'est-ce que vous pensez de cette double dimension évoquée par l'un et par l'autre? Alors, déjà, je vous remercie dans votre reportage d'évoquer les très bonnes relations qui existent entre les forces françaises et internationales et les forces armées maliennes. Sur le terrain, ça se passe bien. On peut dire réellement que ce sont des frères d'armes qui combattent ensemble. Et je suis d'accord avec M. Guichawa pour dire, pour ma part, la volonté de négocier qui existe depuis plusieurs années est totalement décorrélée à l'évolution du dispositif français qui a été annoncé uniquement depuis quelques mois. Le problème côté français aujourd'hui, pour être totalement transparent avec vous, c'est qu'on a un problème à adosser notre intervention sur des autorités qui sont issues de deux coups d'État. Entre la démocratie et la sécurité, les deux sont pas négociables, les deux sont nécessaires. Et donc on est d'accord côté français pour rester engagé, mais si tout cela mène vers une transition vers les civils. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les autorités de transition maliennes à minima ne font pas preuve d'empressement, et donc le fond des problèmes, c'est pas tellement est-ce qu'on ferme les bases du Nord ou pas, est-ce qu'on les transfère au Pharma ou pas, est-ce qu'on fait obstacle les Pharma, c'est les forces armées maliennes, est-ce qu'on fait obstacle ou non aux négociations avec les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que les autorités de transition maliennes d'origine militaire, qui sont les filles de deux coups d'État, sont prêtes à transférer le pouvoir aux civils, et ce transfert est une condition extrêmement importante pour que l'ensemble des citoyens maliens reprennent confiance dans leur État. Il y a un certain temps, l'année dernière, vous donniez des entretiens, Thomas Gassillou, disant, eh bien, en fait, il ne faut pas s'interdire une remontée en puissance ponctuelle s'il y a besoin que la France redonne un petit coup de boost à sa présence sur place. On ne semble pas s'orienter vers cela. Là, c'est plutôt le départ qui est en marche et pas la possibilité de revenir sur le terrain parce que, comme le disait de son côté Jean-Hervé Giséquel, il y a tout de même, de la part de beaucoup d'observateurs, l'idée que ça n'a pas véritablement fonctionné, le sécuritaire. Je pense que le Premier ministre malien joue justement sur l'ambiguïté de manière très populiste qu'il s'agit d'un départ. Or, la France, depuis le début de l'année 2021, dialogue avec les autorités maliennes, justement pour faire évoluer les modalités de la lutte. Mais la lutte contre le terrorisme reste là. Il y a simplement un effort sur la coopération qui est fait, et puis une volonté de réassurer les partenaires dans la durée, ce qui veut dire qu'effectivement, la France reste toujours présente pour appuyer les partenaires, mais moins en étant en première ligne et davantage en étant dans l'appui. Et pour ma part, je suis tout à fait en ligne avec cette position du président de la République, puisqu'on a besoin de lisibilité, notamment vis-à-vis des opinions publiques maliennes comme françaises. Et la bonne lisibilité, c'est de dire on appuie les forces armées locales qui doivent elles-mêmes être en mesure de faire le job. Alors Jean-Hervé Giséquel, à l'instant, Thomas Gassillou disait eh bien c'est une question populiste, c'est un gouvernement populiste. On peut se dire aussi qu'il ne paraît pas totalement illégitime de la part de gouvernements donc dans ces régions du Sahel de vouloir reprendre la main et de gouverner véritablement, même si ce sont des gouvernements qui sont issus de deux coups d'État, comme ça a été dit plusieurs fois dans cette émission. Ouais, c'est ce qui fait effectivement la difficulté du moment actuel. C'est-à-dire que, oui, actuellement, il y a aussi un temps court du politique autour duquel se jouent des enjeux de pouvoir à très court terme. Qui va tenir l'État ? Qui va avoir le pouvoir de reporter de combien de temps les élections. Et ça, malheureusement, je pense que ça obscurcit une question un peu plus importante qui est celle de... face à la crise, quelle est la meilleure des stratégies et qui surtout doit en être l'initiateur ? Je pense que la France a rendu des services au Mali au moment de l'opération Serval, mais je pense que ensuite dans l'opération Barkhane, on s'est enlisé dans des choix stratégiques qui étaient pas les bons. Et aussi, on s'est enlisé dans une position où la France était au fond je suis désolé un peu de le dire comme ça, mais un peu le gendarme en chef de la région. Et ça, je pense que dans les années au XXIe siècle, c'est plus une position tenable. Si les solutions sont politiques, comme on le dit, à ce moment-là, c'est à l'autorité politique légitime, c'est-à-dire aux États,
de définir cette réponse-là. Or, sur ce point, depuis plus d'1 an maintenant, depuis près de 2 ans en réalité, les autorités maliennes sont claires. Elles veulent explorer la voie du dialogue. À la France d'en tirer les conséquences et aux autres partenaires d'en tirer les conséquences. Ça ne veut pas nécessairement dire que options militaires ou options sécuritaires et options politiques sont incompatibles. Mais ce qu'on défend, nous, à Crisis Group, c'est une vision, au fond, du pilier sécuritaire qui est subordonné au pilier politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que le tempo des choix politiques, le tempo des négociations va influencer, il faudra l'accepter à un moment, le tempo des opérations militaires. Si on ouvre des négociations, on suspend, peut-être provisoirement, mais on suspend néanmoins un certain nombre d'opérations militaires. Oui, d'autant qu'il n'y a pas que la France qui intervient sur le terrain. Yvan Guichawa, il y a aussi la mission de paix de l'ONU qui est sur place, qui est un autre acteur de ces questions, que la France a tenté et peut-être commence à réussir à intéresser d'autres pays européens à la présence militaire sur place avec la force Takuba, puisqu'il y a récemment un reportage dans Libération qui nous expliquait qu'il y avait les Tchèques, les Estoniens, les Suédois qui étaient présents aux côtés des Français sur le terrain au Mali. Qu'est-ce qu'il faut penser justement de cette multiplication des acteurs et puis peut-être d'autres acteurs, puisqu'on a parlé beaucoup depuis 2 semaines ou 3 semaines maintenant de la présence possible de militaires russes appelés par le gouvernement malien soi-même? Oui, effectivement, la France est loin d'être toute seule sur place. La MINUSMA a été mise en place quasiment au lendemain de l'intervention française. La MINUSMA, donc, c'est le déploiement des Nations Unies pour le maintien de la paix, qui a été mis en place donc après 2013. Et l'intervention française. Et donc la MINUSMA, comme la France, sont sur place depuis maintenant 8 ans, et que quand on passe autant de temps sur place, on n'est plus juste la solution à un problème, mais on devient un petit peu partie du problème soi-même. Si le problème n'a pas disparu, c'est que on a mal fait quelque chose quelque part. Et pour revenir à ce que disait Jean-Hervé un tout petit peu plus tôt sur la posture des autorités maliennes actuelles, on peut dire qu'elles jouissent d'une certaine ou d'un certain capital politique qui est lié au fait qu'elles ont renversé un régime qui était vu comme essentiellement corrompu et tenu Ibrahim Boubacar Keïta par l'intervention étrangère. Donc voilà, les autorités actuelles sont certes les filles de 2 coups d'État, mais elles ont une petite base sociale, et une base sociale qui est faite de mécontentement contre la présence française. Alors maintenant, à une échelle plus large, effectivement, les Français ne sont pas les seuls. Les Français essayent d'embarquer dans l'aventure sahélienne des partenaires européens, alors qu'ils viennent un petit peu en ordre dispersé, et pas forcément parce qu'ils sont spécialement intéressés par le Sahel. Ils sont plutôt intéressés par faire alliance avec les Français. Donc ça donne. Oui, ils sont intéressés aussi par le fait d'envoyer sur place des forces spéciales qui peuvent s'y entraîner aussi. Ça peut leur servir dans d'autres occasions et d'autres lieux peut-être aussi. C'est cela, Yvan Guichawa. Absolument. Et puis si on prend un pays comme l'Estonie, qui a une 50aine de forces spéciales aux côtés des Français à la fameuse région des 3 frontières entre Mali, Burkina et Niger, la raison pour laquelle les Estoniens ont prêté main forte aux Français, c'est parce que du côté français, on aide les Estoniens dans les déploiements de l'OTAN contre la présence russe ou l'influent voisin russe des Estoniens. Donc voilà, il y a des formes de deals qui se font entre pays partenaires, plus qu'un élan européen pour intervenir au Sahel. Oui. Même si l'élan européen existe un petit peu, mais qui n'est pas forcément lié aux questions sécuritaires, mais qui est lié à la question du contrôle des migrations. Ce qui complique encore un petit peu plus l'équation, et ce qui donne l'impression parfois que l'Europe veut mettre un petit peu le Sahel sous cloche pour des raisons qui vont bien au-delà de l'intérêt des Sahéliens. Oui. Thomas Gassillou. Il y a une dizaine de pays européens qui sont engagés au Sahel aujourd'hui, que ce soit dans l'UTM, la mission de formation de l'Union européenne, des forces armées sahéliennes, que ce soit dans la force Takuba qui est emmenée par la France, ou que ce soit dans la MINUSPA. Que dirait-on si les Européens n'étaient pas engagés aujourd'hui? C'est donc l'opération des Nations Unies sur place. Avec notamment les Anglais qui sont engagés, les Allemands, etc. Au même micro, si les Européens n'étaient pas engagés, je pense que mes 2 interlocuteurs me diraient « mais regardez, la France fait fausse route, elle est toute seule ». Aujourd'hui, les Européens sont là et il faut s'en féliciter.
Pour revenir aux autorités de transition en Mali, il faut rappeler qu'après leurs 2 coups d'État, l'organisation régionale africaine, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, leur a toléré d'une certaine manière ce coup d'État en leur fixant 2 missions. La première mission, c'était stabiliser la situation. La deuxième mission, c'était organiser la transition vers les élections. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les militaires qui ont surfé d'une certaine manière sur la décrédibilisation de la classe politique malienne, comme ça a été dit. Le précédent régime n'était pas exempt de tout reproche, mais au moins il était légitime. En tout cas, ces militaires sont en train de reproduire les mêmes défauts après avoir suscité des grands espoirs auprès de la population. Et quand j'entends parler de nouvelles tentatives de négociation avec les djihadistes quelques mois avant le fait d'organiser des élections, je me demande au fond si c'est pas fait pour repousser ces élections. De la même manière, vous avez parler de la possibilité de faire appel à une société militaire privée russe coupable d'exactions par ailleurs. On peut se demander si le sujet de recours à cette société militaire privée, c'est de créer de la sécurité dans l'intérêt des citoyens maliens, ou plutôt de créer de l'impunité, puisque ces mêmes militaires font face en interne à des vents extrêmement contraires, notamment sur l'opportunité de négocier, et je crois finissent par avoir peur de leur propre armée. Et donc finalement, le recours à cette société, c'est quasiment plus pour les protéger eux-mêmes que pour protéger les Maliens. Alors on a tout de même des questions à poser. Pour conclure, peut-être, il se trouve qu'il y a un journaliste sur place et donc a été enlevé. C'est un journaliste français, Olivier Dubois. Est-ce que son sort pourrait être le même que cette travailleuse humanitaire qui était Sophie Pétronin, qui a été libérée au bout de bien des mois et des années justement de détention? Qu'est-ce qu'on peut en savoir, Thomas Gassillou? J'imagine que c'est un sujet que vous suivez un peu. Bien entendu, c'est un sujet extrêmement important. Vous savez que la France est toujours extrêmement attentif et déploie le maximum de moyens pour aller chercher ses ressortissants partout dans le monde. Concernant le cas d'Olivier Dubois, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est suivi avec extrêmement d'attention au plus haut niveau de l'État, mais que la bonne efficacité pour le ramener chez nous sur le sol national nécessite finalement d'être assez avare de ses propos à son sujet. Donc, mais les autorités françaises sont mobilisées bien entendu au maximum pour obtenir sa libération. Merci à vous, Thomas Gassillou. Je rappelle que vous êtes député à Gire-du-Rhône, que vous êtes membre de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale et rapporteur du budget de l'armée de terre depuis 2017. Merci à Jean-Hervé Gézéquel que nous avons momentanément perdu. Il était en direct avec nous depuis Bamako. Il est directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group. Et merci à vous, Yvan Guichawa. Vous êtes encore avec nous, spécialiste du Sahel, des questions de sécurité, chercheur et maître de conférence à la Brussels Schools of International Studies. Merci de nous avoir aidé à comprendre les ferments de cette crise malienne qui rebondit de jour en jour depuis maintenant 2 semaines, mais aussi cette question effectivement de la négociation avec les djihadistes. C'était le temps du débat. Rémi Baye, Fanny Richet, Mathias Mégy, Sarah Marx et Chloé Cambrelin. À la technique aujourd'hui, Arthur Dumont. À la réalisation, Thomas Jost.